Bonjour et du coup merci à Axel, merci à Cécile de nous accueillir pour cet après-midi pour le Headbang. Là nous allons passer une demi-heure ensemble pour parler de l'histoire de ce lieu, l'histoire du château de Chemry, dont vous êtes les propriétaires maintenant depuis les années 80, début des années 80 si je me souviens bien. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est qu'on parle d'abord de l'histoire du château, et qu'après, du coup, on utilise des éléments de la brochure que vous avez mis à disposition pour qu'on puisse parler notamment des travaux de réfection que vous avez entrepris du château depuis maintenant 35 ans. Voilà. Bon, c'est parti. Juste, alors, en lisant le site internet de votre château, si j'ai bien compris, il y a d'abord eu une forteresse médiévale qui a été montée au XIIe siècle, c'est bien ça? Oui, alors on dit que le premier personnage reconnu à Chemry, c'est Renaud de Chemry, personnage répertorié en 1234, avec sans doute une première forteresse, c'est-à-dire peut-être un donjon, un mur d'enceinte, forcément des douves dès le début, parce que le château est en point bas et le fait d'être construit en point bas permet de récupérer de l'eau. Là, on est sur ce qu'on appelle un bassin versant de 60 hectares. C'est pour ça que les douves ont été creusées en même temps que la forteresse, je suppose. Et puis, cette forteresse a évolué dans le temps, puisque en 1460, on procède à la construction de la première partie Renaissance, un corps de logis Renaissance, qui lui-même a été modifié en 1520 à l'occasion d'un mariage. Et forcément, il y a un peu ce qu'on peut appeler la lecture dans le temps d'un bâtiment, c'est-à-dire qu'entre le donjon initial et le corps de logis Renaissance, il y a eu des évolutions, notamment dans la partie à gauche du pont-levis en entrant, la partie dite en colombage. Voilà, ça c'est une partie qui a été souvent modifiée. D'accord. Donc ça nous amène dans dans les années 1500. Si on avance un peu plus dans l'histoire, alors tout à l'heure vous m'avez expliqué une subtilité. Alors c'est pas le classement au monument, mais c'est L'inscription, oui. Alors si vous pouvez juste nous réexpliquer ce point-là, du coup. Oui, alors le Viollet-le-Duc et Mérimée, quand ils ont mis en place la protection des monuments historiques, au départ, ce n'était que de l'immobilier, que du bâti. Maintenant, il y a des tableaux qui sont classés, du meuble, du mobilier. Des propriétaires qui voulaient garder leur liberté. C'est-à-dire que l'idée du classement, c'était de dire aux propriétaires, on va protéger votre bâtiment, on va vous donner des aides, mais d'un autre côté, il y aura des contraintes. Il y a des propriétaires qui ont dit non, on n'a pas besoin des aides de l'État, on n'accepte pas la contrainte. Donc l'État, dans les années 1920, a mis en place quelque chose de transitoire, disons d'intermédiaire, qui s'appelle l'inscription. Le terme exact, c'est inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et des sites. Donc on dit en termes de protection qu'un bâtiment est classé où il est inscrit. D'accord. Et le bâtiment inscrit a moins de contraintes, mais a moins d'aides. Et dans notre cas, le montant des aides depuis 1981 a été de 0 € ou 0 centimes de francs. Ça revient au même. Effectivement, c'est peu. Donc il y a ce classement qui a lieu en 1926. Si je me souviens bien, du coup, jusqu'en 1960, le château a été un corps de ferme. Et c'est à partir de 1960, du coup, on rebascule sur un château entre guillemets classique. Et vous avez fait l'acquisition en 1980 auprès d'Alain Souchon, c'est bien ça? Oui, le château, on croit savoir qu'on a peu de documents sur le château, je vais vous dire pourquoi. C'est que le château est devenu une ferme en 1729, donc avant la Révolution. Je suppose que les archives ont été déménagées. C'est devenu une ferme parce que les propriétaires qui y habitaient s'ennuyaient. Et donc ils ont pris la décision de le transformer en ferme. Et c'est resté une ferme jusque dans les années 60. Et il y a eu donc des transformations pour adapter le bâtiment à sa nouvelle fonction, notamment des simplifications dans les toitures parce que ça devait coûter cher en entretien, c'est-à-dire des suppressions de grandes lucarnes en pierre. Il y en a 6 qui ont été supprimées. Moi, j'ai toujours en projet de les restaurer, mais une lucarne en pierre qui regroupe quand même des corps d'état tels que d'abord l'échafaudage, la taille de pierre, la maçonnerie, la vitrerie, la charpente, la couverture. Une lucarne en pierre, ça coûte à peu près 25 000 € et il y en a 6 à faire. Donc, ça commence à faire un petit peu un budget. Avec 0 de subvention, oui, c'est pas mal. Donc c'est resté une ferme jusque dans les années 60.
Et après, les propriétaires qui ont été quasiment la même famille depuis l'origine, depuis les origines, avec un ancêtre connu qui était René de Beauvilliers, qui était le précepteur de Louis XV. Donc c'est resté une ferme jusque dans les années 60, et après, les propriétaires ont hébergé un garde fédéral, un garde de chasse, un peintre, un facteur, donc avaient aménagé des petits appartements un petit peu succincts dans le château lui-même, c'est-à-dire des grandes pièces comme celles où nous sommes, avaient été divisées, recloisonnées. Et après, ils ont pris la décision de le vendre. Donc la mère d'Alain Souchon l'a acheté dans les années 70, et lui nous l'a revendu en 1981. C'est quand même un projet un peu fou. Comment ça se fait? Comment est-ce que vous en êtes arrivé à acheter un château? Dis vas-y. Mais comme mon mari est architecte et puis c'est un fan de la vieille pierre, tout petit déjà il s'intéressait à la pierre. Et en fait, on connaissait Alain Souchon. Donc on savait qu'un jour ou l'autre il allait vendre. Donc justement, un jour il vient nous voir en disant bah, je le vends, t'as qu'à l'acheter. Donc là, on était au pied du mur, on dit oui, on dit non. Donc on a dit oui, et l'aventure était partie. Parce qu'effectivement, du coup, là, c'est donc vous l'achetez en 81, et ça fait maintenant 36 ans que vous faites des travaux de rénovation dessus. Est-ce que vous pensez, quand vous l'avez acheté, est-ce que vous pensiez que vous mettez la main dans quelque chose d'aussi compliqué, d'aussi long? Bah, quand on l'a acheté, moi en une nuit j'avais tout restauré, parce que ça y allait à fond. Je dis souvent que l'état amoureux rend inconscient, et comme on était amoureux de ce château, on n'a pas jaugé ou jugé de la longueur des travaux. Mais moi, ça ne me gêne pas, parce que j'espère bien ne pas finir, dans la mesure où si je fais pas de travaux, qu'est-ce que je fais, quoi. Voilà. Oui, c'est un sacré hobby du coup là. Oui. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on défile des images qui sont extraites donc de la brochure qui vient présenter le château, de façon à ce qu'on puisse voir les différentes étapes de la rénovation, les différents chantiers. Si vous avez d'autres éléments qui n'apparaissent pas au fur et à mesure, n'hésitez surtout pas à venir compléter, que ce soit en termes d'éléments de restauration que vous avez pu mener ou d'anecdotes aussi par rapport à ces travaux-là. Alors, je continue tout seul? Oui, on continue. Alors, donc là, il y a la première photo qui a été prise. Ça, c'est une photo qui a été prise quand? Ça, c'est une photo qui a été prise en 95 à peu près, il y a entre 10 et 15 ans. D'accord. Et on aperçoit à droite un grand trou dans le toit de la tour, oui, qu'on a fait réparer après. Et par exemple, en termes de chiffrage, la réparation de cette tour, plus d'autres, celles qu'on aperçoit derrière, juste au-dessus de la tête de ma femme, ça a coûté quand même 42 000 €, avec quelque chose d'assez spectaculaire, parce que c'est une nacelle qui est au bout d'une grue, et la flèche de la grue qu'on avait mis en face du château, c'est à une longueur de 40 mètres. Donc il y a une flèche de 40 mètres avec la nacelle au bout, et la nacelle a pu passer au-dessus de la toiture du château pour réparer la partie de la couverture du côté de la cour. D'accord. Donc c'est spectaculaire, c'est amusant ça. Je crois qu'on a des photos justement à la fin. Je crois, si je me souviens bien, j'ai pu en mettre. Là, la première, l'image, voilà, l'image suivante que l'on a. Donc c'est une photo du château. Oui. Alors ça, c'est une photo du château qui date de 1903 ou 1905 à peu près. On aperçoit déjà à droite, sous le timbre, le trou dans le toit. Ce trou avait été... c'est la foudre qui l'a percé. Je crois savoir que la toiture venait d'être faite, et après, la foudre a fait ce trou. Donc c'est resté à l'air libre ou mal protégé pendant, je sais pas, 50 ou 60 ans. Et la façade que vous voyez du château, avec le mur qui mène au pont-levis, c'est la façade telle que nous, on l'a vue en arrivant. D'accord. C'est-à-dire qu'on est arrivé en 81, c'était exactement comme ça. D'accord. Alors du coup, si on défile un petit peu, voilà, en arrivant en 81, alors ça c'est la photo du coup vraiment quand vous prenez possession des murs. Oui. Alors c'est là où nous habitions avant. Moi, j'avais déjà tout un stock de pierre de taille, disons. On a déménagé non pas avec un camion de déménagement, mais avec un semi-remorque.
Et ce que vous voyez devant, c'est toute ma collection de pierres de taille que j'avais faites livrer ici. Avec les 2 piles que vous voyez, l'entrée du portail, qui datent de la transformation en ferme, disons, donc qui n'ont pas forcément un intérêt historique évident. Donc on a supprimé ces deux piles parce qu'on a recreusé les douves après. D'accord. Et justement, en parlant de creuser les douves, alors non, juste, ça sera 3 photos plus loin. Là, c'est des photos qui sont extraits en fait. C'est quand vous êtes arrivé. C'était c'est les photos que vous avez faites sur l'état du château quand vous avez pris possession des murs. Comment est-ce que vous attendiez, est-ce que vous saviez est-ce que vous saviez que le château était dans cet état-là quand vous l'avez pris? Oui, parce que comme on était amis avec Alain Souchon, on y venait régulièrement. D'accord. Heureusement que c'est pas en direct. Hein, Donc moi j'avais la chance de venir, de pouvoir, d'avoir visité le château avant de l'acquérir, et je savais tout à fait ce qui m'attendait. Mais au contraire, c'était très stimulant de savoir qu'il y avait tous ces travaux à faire. Moi, ça me passionnait dès le début, quoi. Et alors du coup, là, c'est des photos effectivement qui sont prises sur les murs. Si on passe le coup après, donc c'est une photo de la cour et de l'ancien fournil et de la bergerie au moment de votre arrivée. Oui, oui. Où effectivement on voit qu'il y a par exemple notamment le toit d'ancien fournil de la bergerie est quand même assez endommagé. Oui, alors si on part sur la photo de gauche du château, oui, on aperçoit déjà, elle n'a pas tellement changé cette photo, sauf que la couverture en pavillon que vous voyez au fond, c'est la couverture dont je parlais tout à l'heure, qu'on a totalement refaite avec une reprise en sous-œuvre, c'est-à-dire qu'on n'a pas découvert, on a réétayé tous les pannes et les chevrons pour tout soutenir. Et donc la façade est telle qu'elle était. En revanche, on aperçoit quand même, vous voyez, la cour n'était pas du tout structurée. Il y avait une espèce d'ovale au milieu de la cour, mal arborée, trop arborée d'ailleurs. Et là, on a eu l'idée d'y aménager un théâtre de verdure. Et sur la photo de droite, l'ancien fourni au fond et la bergerie à droite. L'ancien fourni qui est devenu notre maison d'habitation est composé de 2 choses, de 2 fonctions. À droite, là où il y a la porte avec les 2 fenêtres côte à côte, c'était le fourni lui-même. Et à gauche, c'était la porcherie, avec un mur qui séparait à l'intérieur. Et on en a fait notre maison d'habitation en supprimant le mur. Et donc on occupe l'emplacement du fourni et de la porcherie. Et la bergerie à droite, on l'a transformée en salle de réception. D'accord. Après, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, ce sont des images quand vous avez recreusé les douves. Oui. Alors, la coïncidence, l'heureuse coïncidence, disons, c'est que Gaz de France est implanté à Chemery. Chemery, c'est le plus gros stockage européen de gaz souterrain, c'est-à-dire que sous nos pieds, à environ entre 1000 et 1500 mètres sous terre, il y a une poche aquifère qui peut accueillir 6 milliards de mètres cubes de gaz, avec des inclinaux, des anticlinaux dans le sous-sol, comme on a étudié un petit peu en géologie, donc des points hauts, et à chaque point haut, il y a un énorme manomètre sur une plateforme un peu bétonnée. Gaz de France voulait engazonner ces plateformes et était à la recherche de terre. Ah. Donc l'occasion a fait que Gaz de France m'a recreusé les douves, et on a enlevé 3000 mètres cubes de terre, 200 camions, quoi. Et l'intérêt, c'est que d'abord, c'était spectaculaire, parce que la pelleteuse que vous voyez avait un godet qui faisait 3 mètres de large. L'eau est arrivée tout de suite, parce que les berges étaient tout de suite saturées d'eau. Et ça a duré peu de temps, je crois que ça a duré 10 jours. Oui, on n'aurait jamais eu les moyens de recreuser, d'enlever nos 3000 mètres cubes de terre. Et le fait d'avoir recreusé les douves, on a restitué l'insularité du château, ce qui était bien. Et on a découvert les piles de l'ancien pont-levis. Donc, comme on a recreusé les douves, on n'avait plus d'accès. C'est-à-dire que quand on emmenait les enfants à l'école, on descendait dans les douves, dans la boue, on traversait les douves et on remontait par une échelle de l'autre côté. En attendant d'avoir reconstruit les 3 piles intermédiaires du pont. Vous les avez reconstruites combien de temps après ? Ah ben, on a commencé tout de suite, parce que d'abord, moi, j'avais fait des sondages avec un tractopelle.
à l'aplomb des fenêtres pour voir s'il y avait, si on pouvait trouver des objets, des choses comme ça. J'y ai retrouvé d'ailleurs des pierres des anciennes lucarnes dont je parlais tout à l'heure qui avaient été supprimées lors de la transformation en ferme. Ah, ils les ont jetés dans les douves. Oui, balancées dans les douves. Et donc ça m'a bien plu parce que ça confirmait tout ce qu'on ressentait d'une façon intuitive. Parce que bon, on dit, moi je suis architecte, 80% de la conception architecturale c'est de l'intuition. Et moi j'avais l'intuition que ces fenêtres avaient existé, mais il me fallait des éléments de datation, par exemple, des choses comme ça. Et avoir retrouvé ces pierres au fond des douves m'apportait la preuve de l'existence de ces fenêtres. Et donc j'avais fait le sondage avec un tractopelle et forcément j'ai heurté, c'était un dimanche, forcément j'ai heurté la conduite d'arrivée d'eau, voilà. Un dimanche, faire venir le fontainier, tout ça, parce que ça avait un sacré débit. Et on a tout de suite recommencé à reconstruire les piles qui correspondent vous voyez, au milieu, là. À gauche, on aperçoit l'avancée en maçonnerie du pont. Et on aperçoit 2 piles, c'était des étés, je crois qu'on avait mis là, et pour passer finalement ça a été qu'une passerelle. Hein. D'accord. Et les douves ont mis combien de temps à se remplir? Ah, quasiment tout de suite. C'est-à-dire que le gars, au fur et à mesure qu'il recreusait, il était obligé de faire des barrages sur ce qu'il avait déjà creusé pour pas que l'eau le gêne dans ce qui restait à évacuer. D'accord. Parce que, comme je vous disais, on est au point bas d'un bassin versant de 60 hectares, donc l'eau arrive très facilement. Et là, ce qu'il y avait de bien, c'est que l'eau était claire, limpide. Bon, maintenant, elle est un petit peu sombre, mais ça s'est remis tout de suite en eau. D'accord. Alors, là. Donc là, encore une fois, ce sont des travaux que vous avez faits. C'est la réfection de quelle partie du château, celle-ci? Alors, comme je vous disais, l'idée de recreuser les douves, c'était de restituer l'insularité d'un château Renaissance, un petit peu. Et lors de la transformation en ferme, comme les douves avaient été comblées, il y avait eu un accès créé entre le bourg et la cour. Du fait du recreusement des douves, cet accès a été supprimé et on a eu l'idée, en accord avec une historienne d'ailleurs, de rejoindre la partie du château et la partie des communs par un mur d'enceinte. D'accord. Donc, à l'époque, on a eu la chance d'avoir ce qu'on appelait des travaux d'utilité collective. C'est un chantier qui a duré 1 an jour pour jour. Le mur fait 25 mètres de long, 6 mètres de haut, 1,40 m d'épaisseur, avec un passage dans l'épaisseur, la création de la couchette du guetteur, enfin bon, quelque chose d'assez anecdotique et amusant. Mais voilà, ça c'est la reconstruction du mur d'enceinte. D'accord, c'est le fameux 4e mur dont vous parlez sur votre site, c'est bien ça? Oui. D'accord. Alors après, si nous continuons, là, on voit encore du coup les travaux, sur le mur. Ça voilà, c'est le mur d'enceinte, la fondation en bas, et là où sur la photo de droite, comme sur la photo de gauche, on a été obligé de bancher, c'est-à-dire de coffrer, parce que tous les matins, l'eau arrivait au niveau de la fondation et il fallait pomper, donc il fallait aller assez vite au niveau de la maçonnerie pour que on soit tout de suite un petit peu hors d'eau. Il fallait construire déjà 50 ou 60 cm en hauteur pour être à pied sec. Sans ça, tous les matins, on pompait. C'était à l'automne et à l'hiver, donc il faisait pas très chaud non plus. C'était assez glacial. Donc, si nous continuons, là, du coup, c'est une photo du château après la construction du mur. Alors, on voit le mur à droite. Curieusement, les douves, là, ne sont pas en eau parce que c'est un été où il avait fait très très sec. Et au milieu de la cour, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur l'ovale un petit peu mal arboré, on a eu l'idée de créer ce théâtre de verdure que l'on voit. Qui effectivement, et du coup, après, un peu plus loin, on va avoir des photos sur le avant et après. Oui, ce que je peux vous montrer sur cette photo, c'est que la partie à droite, c'est une partie qui s'est éboulée. C'est la mère d'Alain Souchon qui avait fait supprimer, démolir cette partie qui date du XIIIe et qu'on a en projet de reconstruire. Et ça, c'est un petit peu regrettable parce que d'abord, moi je parle de l'idée que tout bâtiment, même ruiné, peut se sauver. Et ça, c'est un autre gros chantier à mettre en place. Ok. Donc là, justement, c'est les travaux. Alors ça, c'est une photo pendant les travaux ou c'est avant?
Juste au moment où il a commencé les travaux du théâtre, parce qu'en fait, c'est un ami qui travaillait dans les travaux publics qui lui a dit: je te prête une grosse pelleteuse pendant un week-end, tu fais ce que tu veux avec. Donc, il a décidé de faire ce petit théâtre. Pas un week-end, mais Sauf 15 jours. que. Non, non, mais sauf qu'à la fin, t'avais pas fini. T'as dû finir à la brouette, c'était moins sympathique. Ça prend un peu plus de temps, Ouais, effectivement, à ce moment-là. pelleteuse, ça va plus vite. Et mine de rien, on a enlevé 400 mètres cubes de terre avec un. Quand je traversais le pont qu'on venait de reconstruire, un tractopelle, ça pèse 12 ou 13 tonnes. J'avais 5 mm de chaque côté du godet par rapport au porche d'entrée. Donc il ne fallait pas se louper. Alors, est-ce que vous avez redonné la terre à GDF ou si vous avez eu une autre occasion du coup Non, parce que ça, c'était après le creusement des douves. Hein. Donc la terre, on l'a stockée, je sais plus, on l'a évacuée un petit peu le long des douves aussi, et puis un jour, on la refera évacuer. D'accord. Et si nous passons le coup suivant. Donc ça, c'est une photo une fois les travaux finis aujourd'hui. Oui, ça a mis beaucoup de temps à redevenir bien parce que avec la pluie, etc. Donc on a dû mettre de la pelouse en kit, si on peut dire. Et puis après, bon, ça s'est mis à pousser, etc. Et là, c'était bien fini. On voit les petits buissons de chaque côté qui ont bien grandi maintenant. Et la Seine. Et là, du coup, nous voyons qu'il y a un orchestre qui joue dans vos murs. Est-ce qu'il y a des activités que vous faites de manière régulière dans le château? Donc là, on voit un orchestre. Est-ce qu'il y a d'autres événements qui ont lieu dans votre château? D'abord, moi, l'idée du théâtre de verdure, c'était parce que la cour avait une très bonne acoustique naturelle. Et je voulais donner une fonction à cette cour qui ne soit pas qu'un parking ou je ne sais quoi. Et donc, avec cette acoustique, on avait monté un son lumière qui s'appelait La Mort d'Orion sur un parole et musique de Gérard Manset, qui est quelque chose d'envoûtant, de très très beau. Et après, on a essayé de développer les spectacles, les animations. Bon, il faut savoir que les gens se déplacent peu dans la région. Donc, si on a 40-50 personnes à chaque représentation, il ne faut pas se plaindre. Alors que le théâtre a une capacité d'accueil de à peu près 250 personnes. Quoi. D'accord. Donc, en continuant, est-ce que c'est ça dont vous parliez tout à l'heure, justement, la fameuse nacelle? Voilà, oui. Ça, c'est dommage qu'on ne voit pas la grue parce que la flèche à gauche fait, je crois, 40 mètres de long. La nacelle suspendue, là on est à quoi, 18 mètres, 19 mètres. Et cette flèche peut encore se déployer puisque la nacelle a pu enjamber la toiture du château pour travailler sur la partie du côté de la cour. Effectivement, et c'est des travaux quand vous avez eu besoin de la nacelle pendant combien de temps pour refaire ça? Une semaine. Une semaine, d'accord. Donc là-dessus, c'est des travaux de restauration sur Voilà, les tours. c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure de la couverture reprise sur la toiture en pâtière côté cour. On n'a pas découvert, on a fait toute une reprise en sous-œuvre parce que le coût était moindre et puis la couverture en elle-même était bonne, mais il y avait eu des fuites qui fait que c'était les grosses pièces de bois qui flanchaient. Donc on les a reprises sans enlever la couverture avec un échafaudage en pied et ça c'est un chantier qui a duré quand même 2 mois. Ça représente 2 mois à 2 personnes en permanence. Alors si je l'avais fait tout seul, j'y serais encore. Quoi. C'est sûr. Voilà. Donc là encore des travaux de réfection des toits. Alors là, au contraire, ça, ce sont des travaux qu'on a fait tout seul. La partie des communs côté douve, ça représente 600 mètres carrés à peu près. Ça fait 40 000 tuiles, il m'en manquait 10 000, donc j'ai réussi à en retrouver 10 000 manquantes. Il a fallu tout relater, tout découvrir, tout relater. Et tout frotter aussi. Et tout frotter, et remplacer des chevrons défectueux. Et voilà, mais maintenant, tout ça est hors d'eau. C'est quelque chose que vous avez fait tous les deux, c'est ça? Alors, on a fait ça tous les deux, et par chance, j'avais passé une convention avec l'École nationale supérieure des beaux-arts à Paris, dont je suis issu, donc j'avais gardé un petit peu de relation. Donc j'ai eu des stagiaires étudiants en archi qui sont venus, une quinzaine. Je
crois qu'on a plus rigolé que travaillé. Mais ce qu'on a fait ensemble, c'est à peu près ce que vous voyez sur la photo, mais tout le reste, notamment le versant côté court, c'est moi qui l'ai fait tout seul. Ok. Et du coup, là, tout à l'heure, vous parliez d'architecte bâtisseur, mais c'est vraiment le cas. Parce que là, vous êtes au tout début, on a parlé des pierres de taille. Là, on voit du coup la réflexion que vous avez fait du toit. C'est très, j'allais dire, c'est très manuel, c'est très pratique finalement comme approche. Oui, alors disons, au départ, moi tout petit, je voulais être architecte. J'ai eu la chance de vivre ce rêve, d'avoir passé presque 10 ans aux Beaux-Arts dans une très bonne ambiance. Je voulais être architecte en chef des monuments historiques, donc j'avais suivi à l'époque, on pouvait le faire en auditeur libre, les cours de l'école de Chaillot, au Trocadéro, qui est un cursus très intéressant au niveau patrimonial. Et ayant un peu cette vocation plus de bâtisseur que d'architecte, je suis devenu charpentier, tailleur de pierre, autodidacte, un petit peu menuisier, puisque j'ai fabriqué également 35 fausses portes anciennes. Dans le château, il manque 35 portes pour fermer, ça n'a l'air de rien, mais il en manque 35. Et j'ai mis au point une technique où les portes que je fabrique, c'est comme si elles avaient 300 ans. Et du coup, c'est quoi comme technique? Eh ben c'est assez amusant, ça a surpris beaucoup de gens. J'ai acheté du bois en Syrie étuvé, donc qui était sec, on va dire, et après il faut donner l'aspect ancien, donc avec de la soude qu'on passe, brosse métallique, bon c'est de l'huile de coude, et sur 35 portes, je me dis, si je fais ça tout seul, j'en ai pour un sacré bout de temps. Et curieusement, une fois j'avais retiré une planche des douves qui était restée dans la vase, et cette planche, du fait du travail de l'eau, de la vase, avait vieilli. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Moi, on le voit sur la brochure d'ailleurs, j'ai fabriqué mes 35 portes en kit, j'ai loué une mini-pelle, j'ai fait une fosse commune à l'aplomb d'une gouttière, je les ai enterrées, passées à la soude, j'ai tout rebouché, j'ai reloué la mini-pelle un an après, et j'ai des portes qui ont vieilli, qui ont 300 ans. Sauf que j'ai pas eu le temps de les monter, de les assembler. J'en ai assemblé qu'une dizaine, voilà. Et j'ai trompé un antiquaire qui m'a dit vous resterez une porte ancienne. Je lui ai dit non, elle est neuve. Bon, j'étais assez content de ma trouvaille. Donc là, c'est oui. encore des travaux. Voilà, ça c'est le. Alors ça c'est un colombage que j'ai. C'est un colombage que j'ai refabriqué avec des bois de récupération, bien sûr. Et ce colombage avait été supprimé parce que ça permettait, du fait de la suppression de ce colombage, d'accéder à c'est la porte d'entrée, d'accéder à une pièce qui était devenue une écurie. Donc on a restitué la pièce à sa destination initiale, qui est une pièce du château primitif, et on l'a refermée avec ce colombage. Avec tout ce qui est blocage en maçonnerie, ce sont des techniques anciennes de chaux grasses, de chaux vives que j'éteins moi-même par plaisir. Il y a tout un cycle de la chaux qui est très intéressant aussi. Ok. Et là, donc Cécile qui nous racontait qu'effectivement vous aviez fait des aménagements dans le voisinage pour votre château. Alors, moi je souffrais du fait qu'on ne voyait pas le château de la rue nationale alors qu'il y a un passage important, un flux de voitures. Et la chance a voulu que la maison que vous voyez là derrière la pelleteuse était une maison qui datait des années 30, donc sans aucun intérêt architectural. Et derrière la maison, il y a la nationale. Donc je dis, cette maison s'est retrouvée à vendre, on l'a acquise, et du coup, on a pu, entre guillemets, désenclaver le château, c'est-à-dire que maintenant, à la place de ça, c'est une pelouse. D'accord. Et à gauche, ce que vous voyez, c'est la Grange Audim, un bâtiment qu'on date de la fin du 15e. D'accord. Voilà. Ah oui, ça aussi, c'est toujours amusant. Ça, c'est. Alors, on voit au premier plan, c'est le mur d'enceinte qu'on a reconstruit, dont je vous parlais tout à l'heure. D'accord. Donc 25 mètres de long, quasiment 6 mètres de haut, avec des techniques. C'est pareil, j'ai eu la satisfaction. Je suis tombé sur des archéologues qui me l'ont daté du 14e. Je leur dis non, il date des années 80, donc c'était un peu ma fierté. Et comme on ne peut plus rentrer dans la cour avec un camion, là on avait une dalle à couler et on a fait venir une toupie avec la pompe. Et la personne qui commande la toupie est de l'autre côté du mur avec une télécommande. Ça c'est amusant à voir. Hein.
les 6 mètres cubes de béton qui arrivent, qui dégueulent littéralement sur la dalle à fer, quoi. Et là c'est la dernière diapositive que j'ai extrait de votre support de présentation. Aujourd'hui, donc vous avez fait des travaux sur les douves, vous avez refait le 4e mur, vous avez fait des travaux aussi sur les toits. Les prochains gros chantiers pour vous sur le château, ça serait quoi? Les prochains gros chantiers, c'est d'abord de finir tout ce qu'on a commencé. Et puis là, il y en a un paquet. Ça peut être mettre un beau dallage au sol dans la pièce où on est. La Grange Audim dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai un projet où ce serait très bien, là j'essaie d'intéresser la communauté de communes ou le conseil départemental. Ce serait un endroit idéal pour y installer un artisan avec un logement. Donc un artisan centre-bourg, pour moi, d'un point de vue urbanistique ou sociologique, c'est important dans un village. Et cette grange s'y prête admirablement puisqu'il y a 100 mètres carrés qui pourraient servir d'atelier et il y a de quoi y faire un logement à côté. Donc ça, c'est un chantier. Il y a la partie en ruine qu'on a vue tout à l'heure, où j'essaie d'intéresser la fondation d'Auteuil parce qu'il y a un cursus qui est très intéressant qui vient d'être mis en place qui s'appelle IPB, donc qui s'adresse aux secondes, premières, terminales. IPB, ça veut dire Intervention sur le patrimoine bâti. Et j'ai eu en relation avec la fondation d'Auteuil à Lisieux, et on aimerait monter un chantier école pour reconstruire cette partie ruinée. D'accord. Et puis les autres chantiers, ça peut être les lucarnes dont je vous parlais tout à l'heure, 1000 choses à finir, innombrables comme la pièce où on est, la pièce au-dessus de là où on est, il y a tout le carrelage à refaire. Bon, c'est un gros travail parce qu'il y en a 50 mètres carrés. On s'est pris de passion également pour un donjon à Blois. Donc un donjon fin 11e, le plus vieux monument de Blois en centre-ville, qui est également la plus vieille prison de France. Donc j'y ai aménagé des cachots d'hôtes, c'est-à-dire dormir en prison. C'est un concept chambre d'hôte dans un cachot. Donc ça me prend énormément de temps aussi. J'ai d'autres projets parce que au départ, quand on est arrivé, le château était entièrement vide. J'avais juste hérité d'une collection de gravures mon arrière-grand-père, qui est une très belle collection qui est exposée, qu'on aperçoit ici. Là. Donc au départ, on a commencé par exposer ces gravures. Il y en a 275. Et je voudrais construire un musée du costume. Donc trouver un site, une commune qui voudrait développer un site touristique, par exemple, qui n'a pas la chance d'avoir un château ou un site patrimonial. Et donc voilà, ça c'est un autre projet, mais il y en a il y en a plein parce que par exemple dans le donjon à Blois, je voudrais aménager une petite salle de spectacle intimiste au dernier étage pour 50 personnes. Bon, c'est bien une petite salle de spectacle en centre-ville. Et puis les travaux, c'est sans fin et heureusement. Et c'est vrai que ça fait du coup 35 ans maintenant que vous faites des travaux pour ce bâtiment, pour ce château. La question qui me vient, c'est de me dire comment est-ce que vous avez fait pour prioriser les travaux? Comment vous avez fait? Alors, au départ, quand on est arrivé, tout le monde nous a dit il faut refaire vos toitures. Et on a dit on fait les toitures si on a les moyens de les refaire. Donc au départ, c'était dire non, il faut d'abord rentabiliser. Première chose toute simple, sans tenir compte de ce qu'on peut appeler la dictature de l'administration, enfin ça c'est un autre problème. Chose toute simple, on ouvre au public. Donc ça c'est, je me dis, j'avais l'idée, je vais flécher Chémery, de Chambord, de Cheverny, de tous les grands châteaux. J'avais acheté 80 tôles, un pochoir, un coup de pistolet, je vais poser mes 80 panneaux, c'est-à-dire qu'on sortait de Chambord, on arrivait à Chémery, on sortait de Cheverny, on arrivait à Chémery, enfin bon. Mais ça n'a duré qu'une semaine, parce que la DDE est passée derrière et m'a tout raflé. Même des panneaux en PVC qu'elle m'a brûlé. Donc au départ, c'était l'ouverture au public. Après, l'aménagement de la salle de réception. Et comme on avait foncé, on avait déjà loué, on n'avait même pas acheté le château, on avait déjà loué la salle.
alors qu'elle n'était pas finie. Enfin, c'était délirant. Et après, petit à petit, l'aménagement des chambres d'hôtes. Et je pense qu'on était un petit peu précurseur dans ces idées. Moi, j'avais averti, je sais plus, peut-être les Gîtes de France, je me souviens plus, en disant on va aménager des chambres d'hôtes dans le château. Et j'ai un courrier en disant on ne fait pas de chambres d'hôtes dans un château. Donc un blocage complètement illogique, disons. Donc au départ, c'est l'ouverture au public, la salle de réception, les chambres d'hôtes. Après aménagement, les tables d'hôtes également. On a supprimé cette activité parce que c'était très prenant. Et on a ouvert un restaurant où on envoie nos hôtes. D'accord. Oui, ça fait quand même, ça fait, et alors, si ça fait quand même énormément, ça fait quand même énormément de choses. 35 ans plus tard, est-ce que vous le referiez? Ah oui, sans problème. Je suis prêt à repartir. Je restaure également des ruines en Corrèze. J'avais l'idée de créer une association. Moi, j'aime beaucoup le petit patrimoine rural. C'est quoi le petit, c'est quoi le petit patrimoine rural? C'est le four à pain, c'est le lavoir, c'est tout ça. Une région que j'aime beaucoup, qui sont les Causses, avec des fermes entières qui s'écroulent. Donc je voulais créer une association pour dire aux gens, je viens une semaine avec une équipe, on vient une semaine chez vous, on vous montre comment on procède, avec une liste d'intervenants comme les affaires culturelles, etc. On leur donne les moyens de sauver le bâtiment. Et donc oui, moi je repars hein, sans problème. Hein. Sauf que bon, physiquement je suis un peu fatigué, mais non, c'est au contraire. Hein. L'autre jour, j'étais dans le Cotentin et je vois chez un notaire une belle ferme fortifiée pour rien du tout. Je dis attendez, et puis il venait de la vendre, là, trop tard. Ça fait encore plein de projets. Oui, ben c'est un peu. En plus, moi je suis ce qu'on appelle procrastinien, c'est-à-dire que je fais rien avant 5 minutes de la fin. Donc c'est à fond. Et puis, je me lève souvent la nuit pour bosser parce que maintenant, bon, il y a tout le côté chantier hein, du château, de la restauration, mais il y a le côté gestion maintenant. Et moi, ça me prend, je sais pas, minimum 5 heures par jour. Et c'est pour ça, bon, la nuit, je travaille bien. Et le chantier, bon, j'ai la chance d'avoir une personne qui travaille avec moi depuis 35 ans. Qui a commencé comme TUC, qui est quasiment qu'on a quasiment adopté, c'est notre petit frère, quoi, donc ça se passe très bien. Et le chantier, je ne le fais que quand lui vient de venir, quoi. D'accord. Tout seul, c'est un petit peu fatigant. Et votre château et les autres bâtiments que vous rénovez aujourd'hui, c'est votre métier à temps plein ou continuez quand même à être, continuez toujours à être architecte à côté? Ah non. J'ai jamais eu le temps de beaucoup exercer. J'ai jamais eu la chance de me faire payer. Donc là, j'ai décidé, quand j'exerce en tant qu'architecte, ce sont des missions de conseil et c'est gratuit. Voilà. Mais non, je n'exerce pas, j'ai pas le temps. Hein. Ça c'est un dossier de permis de construire, c'est un temps énorme, sous-estimé de la part des personnes d'ailleurs. Hein. Donc le temps que je passe à ça, je le passe pas à restaurer mon bébé, on va dire. Ok. Juste en termes de temps, on est comment? Ouais, c'est. De toute façon. Ouais. Guillaume, il nous reste combien de temps? Il nous reste 10 minutes? Pour faire 10 alors. Fois 2. Ok. Ah non. Venez. Du coup, c'est vrai qu'effectivement, vous êtes parti pour aller vous occuper des autres. Ok. Parfait. Alors, donc là, nous venons de faire le tour du coup des différents chantiers que vous avez mis en place pour restaurer le château.
cette aventure de restaurer des châteaux, c'était une idée de vous deux? C'est plutôt Axel qui l'a poussé? Comment ça s'est passé? On pourrait dire que c'est plutôt Axel qui m'a poussé. Puis après, j'y ai pris goût, après tout. C'est vrai. Puis ça fait toucher à beaucoup de domaines, donc c'est ça qui est intéressant. Il y a aussi la décoration à faire, les petites idées de mise en valeur des pièces, et puis l'accueil des visiteurs, des gens en chambre d'hôte, donc c'est pas désagréable. Comment est-ce que vous vous répartissez? Comment est-ce que vous êtes répartis le travail à tous les deux pour justement le restaurer, cet endroit? Ben lui, c'est le gros œuvre. Bien sûr, les plans d'abord, le gros œuvre, les idées d'exploitation du château, et moi, je suis la petite main qui fait les choses derrière, qui peut aussi frotter les tuiles pour mettre sur le toit, donc j'ai dû en frotter au moins 30 000. Et puis après, qui va faire le carrelage des salles de bain, et puis nettoyer après les travaux de monsieur, par exemple. Bon, on est plutôt très complémentaires, je dirais. C'est quand même une sacrée aventure que vous avez eue. Et on peut voir, du coup, vous avez des enfants sur la brochure, vous avez une mission, vous avez des enfants. Ouais. Et vos enfants, comment ça s'est passé pour eux? Parce que c'est quand même une sacrée aventure aussi, se dire, j'ai commencé un château, mes parents sont partis construire. Comment ça s'est passé pour eux? Pour eux, très mal. Très mal Plutôt parce difficile, que oui. assez difficile parce que d'abord on n'était pas fan du confort. Donc ils prenaient des railleries à l'école en disant ah, vous habitez un château en ruine, enfin bon bref. Et nos deux enfants sont graphistes tous les deux. Et notre fille notre fille a fait les arts déco, après elle est partie à Tokyo faire un master. Et quand elle est revenue, il y avait toujours le rejet du château. Et d'un autre côté, comme elle est peintre, je me suis dit, tiens, mais il y a un truc qui pourrait peut-être la réconcilier. Donc on lui a aménagé un atelier de peintre, un appartement, une galerie. Et maintenant, c'est génial. Donc elle va installer des expositions dans sa galerie de peinture. Et puis elle nous fait aussi la com et notre fils également. Donc c'était pas évident au départ parce que c'était mon truc et pas le leur. Fallait pas trop que je leur impose alors que j'avais peut-être tendance à dire bah voilà. Et puis là non, ça se passe bien. C'est pas mal, je trouve. Même si vous êtes en contact avec du monde, c'est quand même un type qui me semble un petit peu solitaire, entre guillemets. Mais vous n'êtes pas le seul château dans le coin. Il y a aussi le château de Bleu, celui que j'ai passé précédemment. Il y a aussi celui de la salle Sochère. Est-ce que vous avez des contacts est-ce que les humanitaires, entre guillemets, les propriétaires de châteaux dans le coin pour passer des bons conseils, pour vous soutenir mutuellement? Oui, alors les relations, elles se font d'une façon par affinité, disons. C'est sûr que quand vous parlez du château de Veuil avec Jean-Claude Guyot, on parle le même langage. Le château de Celle également, sauf qu'il est en très bon état. Vous avez le château de Ville-Savin aussi, où on maintient des liens, mais ce que vous dites, c'est tout à fait vrai, on est très très seul. Moi, sur mon chantier, je suis tout seul, mais ça me gêne pas, parce que, je sais pas, j'aime bien la solitude. Et de l'autre côté, je suis seul dans mes décisions, parce que la restauration du château, c'est faire une restauration invisible, donc prendre le temps de retrouver des techniques de taille de pierre, etc. Donc c'est très personnel comme recherche en fait. Oui, tailleur de pierre. Avant, pour tailler, pour aplanir un morceau de pierre qui faisait un carré de 20 centimètres, je mettais une journée. Bon, maintenant, je mets un quart d'heure parce que on retrouve d'une façon empirique des coups de main. J'ai retrouvé également d'une façon empirique en découvrant des enduits du 16e. Et moi, j'avais réussi à refaire les mêmes avec de la chaux grasse. Et donc, ça, c'est le côté assez passionnant de l'aventure, quoi. D'un point de vue technique, c'est quoi de la chaux grasse?
Ah, alors la chaux grasse, c'est la vraie chaux. Bon, le terme générique, c'est chaux. Alors, vous avez les chaux qui contiennent à peu près 70% d'argile, qui sont des ciments. Entre 30 et 70%, ce sont des chaux hydrauliques naturelles. Et moins de 30%, ce sont des chaux grasses, chaux vives ou chaux aériennes, c'est la même chose. C'est ni plus ni moins ce que mettent les agriculteurs dans les champs. Donc on achète de la chaux vive en coopérative, on l'éteint dans l'eau, ça bouillonne. Et moi, je retravaille avec ces méthodes ancestrales. Et c'est l'intérêt. L'intérêt, c'est de faire une restauration invisible, si vous voulez. Quand je vous disais l'archéologue qui m'a daté le mur du 14e, j'étais content. Non, bon, ben, c'est bien, mais... C'est une belle victoire, effectivement. Oui, 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 oui. Ok, très bien. Du coup, en termes de timing, là, nous sommes en train de toucher au bout. Merci beaucoup à tous les deux pour les explications. Ben, merci. C'est trop court. Mais sans ça, on en a pour un an. C'est toujours trop court, malheureusement. Merci aussi beaucoup pour nous accueillir chez vous. Donc il y aura une deuxième intervention dans la soirée où du coup on va utiliser des images qui ont été faites pendant la journée du château, des images qui ont été faites par drone, des images de l'intérieur aussi si je me souviens bien. Et ça sera aussi du coup, donc, après en avoir longuement parlé, avoir vu les photos des travaux, ça sera l'occasion de voir le résultat aujourd'hui de l'intérieur et puis il y a une vue un petit peu originale justement en altitude. Voilà, merci beaucoup à tous les deux. Merci.